Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette deuxième vidéo en mathématiques, j'ai choisi de vous parler de nombres complexes et de trigonométrie. Alors pour vous parler de nombres complexes et de trigo, je vais d'abord faire un rapide rappel sur les nombres complexes, donc comment on définit un nombre complexe, sa partie imaginaire, sa partie réelle, et aussi un rappel sur les notions d'argument et de module d'un nombre complexe. Pour définir un nombre complexe z, il va falloir donner sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc les notations sont les suivantes: partie réelle de z égale a et partie imaginaire de z est égale à b. Plaçons maintenant le point z d'affixe a plus ib sur le plan complexe. Donc si on place z d'affixe a plus ib sur le plan complexe, on place a sur l'axe des réels, donc juste ici a, et ensuite on place b sur l'axe des imaginaires, b. Et donc le point z se trouve à l'intersection de ces deux pointes. Ici, le point z qui est égal à a plus ib. Parlons maintenant du module et de l'argument du nombre complexe z. Alors, le module de z, c'est en fait tout simplement la norme de ce vecteur dans le plan complexe. Autrement dit, c'est la longueur de ce segment. Pour définir cette longueur, il suffit simplement de prendre la norme euclidienne dans le plan complexe, qui est donc module de z est égal à racine de a carré plus b carré. Maintenant, définissons l'argument de ce nombre complexe z. Donc l'argument de ce nombre complexe z, ça va être l'angle que fait ce vecteur avec l'axe des réels. Donc θ, ici, est égal à l'argument du nombre complexe z. Il existe différentes notations pour un nombre complexe, plus ou moins utiles en fonction de l'exercice. Donc par exemple, la notation souvent utilisée, notamment dans l'étude des racines énièmes de l'unité, ce qu'on va voir juste après, c'est la notation exponentielle. Donc cette notation, elle revient à écrire donc z sous la forme module de z fois une exponentielle complexe i fois l'argument de z. Si on développe cette exponentielle complexe, on peut directement écrire z sous la forme que je vais appeler la forme trigonométrique. Donc cette forme, c'est z qui est égal à module de z fois cosinus θ, en appelant θ l'argument de z, plus i sinus θ. Après ces petits rappels sur des choses que vous avez sans doute déjà vues au lycée, je vais vous parler de quelque chose de tout nouveau en prépa, les racines de l'unité. Comment on définit une racine énième de l'unité? Alors, pour définir une racine énième de l'unité, on raisonne de la manière suivante. Donc on prend un entier n non nul, puisque s'il était nul, ça ne servira à rien, puisque tous les nombres complexes, tous les nombres réels seraient solution de l'équation qui va décrire une racine énième de l'unité. Donc cette équation, c'est la suivante: z puissance n égale 1. Et en fait, on va chercher les complexes qui vérifient cette équation, et ces complexes seront les racines énièmes de l'unité. Alors comment on raisonne pour trouver les racines énièmes de l'unité? Donc on part de cette équation-là, et on va poser z égale exponentielle de i alpha. Donc bien sûr, le module de z est égal à 1, puisque si z avait un module plus grand que 1, puissance n, ça pourrait pas faire 1. Donc on pose z égale exponentielle de i alpha. Et on va chercher les solutions à partir de là, donc on va chercher alpha, le réel, et on aura donc trouvé les racines énièmes de l'unité. Donc ici, on va utiliser une notion très importante sur les nombres complexes et qui sera vraiment à retenir, puisqu'elle va pouvoir vous sortir de pas mal de galères avec les nombres complexes. Donc cette notion, c'est que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leur partie réelle et leur partie imaginaire sont égales. Donc ici à droite, le nombre complexe 1, puisque 1 est un nombre réel mais c'est aussi un nombre complexe, le nombre complexe 1 n'a pas de partie imaginaire. À gauche, on remarque que la partie imaginaire est sinus n alpha. Donc pour avoir cette partie imaginaire nulle, il faut alors que sinus n alpha soit égal à 0. Et ensuite, pour que la partie réelle soit égale à la partie réelle qui est ici simplement 1, il faut que cosinus n alpha soit égal à 1. Simplement, on n'a pas besoin de ces deux équations puisqu'elles sont totalement équivalentes. Si cosinus n alpha est égal à 1, alors obligatoirement sinus n alpha sera égal à 0. Donc on peut partir directement de cosinus n alpha égale 1 et raisonner pour trouver a. On a donc exponentielle i n alpha égale 1 est équivalent à cosinus n alpha égale 1. Donc maintenant, on va résoudre cosinus n alpha égale 1. Donc si vous n'arrivez pas à le résoudre comme ça de tête directement, vous pouvez prendre un cercle trigo, posez-vous sur votre feuille, vous prenez un cercle trigo, vous le dessinez,
et vous cherchez cosinus égale 1. Donc où est-ce que cosinus égale 1? Cosinus égale 1 ici. Ce qu'il y a dans le cosinus vaut 0 d'abord. Donc cosinus 0, c'est bon. Ensuite, à chaque fois qu'on va faire un tour, on va retomber sur ce cosinus égale 1. Donc au final, cosinus n alpha égale 1 est équivalent à n alpha est congru à 0 modulo 2pi. Ce qui veut dire qu'on va à chaque fois tourner d'un tour complet pour retomber sur cosinus égale 1. Et donc ça nous dit que alpha est égal à 2 kpi sur n, avec k qui prend des valeurs dans 0, n-1, des valeurs entières bien sûr. On peut donc écrire l'ensemble des racines n de l'unité. Donc cet ensemble, je vais l'appeler l'ensemble S, ici. C'est égal à exponentielle de i 2 kpi sur n, avec, bien sûr on a n qui appartient à n étoile toujours, avec k qui appartient à 0, n-1. On peut remarquer plusieurs choses sur cet ensemble de solutions. D'abord, on peut remarquer qu'on a n racines nème de l'unité. Et ça, c'est un cas très général, c'est un théorème général. Vous aurez toujours n racines nème de l'unité. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut dire sur ces racines, c'est qu'elles sont toutes distinctes. En effet, si vous placez sur un cercle trigonométrique, je vais le faire après pour n égale 3, n égale 4, vous allez voir que toutes ces racines en fait, tournent autour du cercle, et toutes ces racines sont distinctes. Donc, on a donc n racines nème de l'unité, toutes distinctes. Je fais juste une petite remarque sur le fait que n doit vraiment être non nul dans cet exercice de recherche des racines nème de l'unité, parce que si on ne fait pas attention à ça, on se retrouve avec un ensemble de solutions où on va diviser par n, et donc si n était nul, on diviserait par 0, ce qui est absolument interdit. Prenons maintenant le cas simple où n égale 3. Quand n égale 3, l'ensemble des racines troisième de l'unité est le suivant. 1 exponentielle de i de pi sur 3, exponentielle de i 4pi sur 3. Donc plaçons maintenant ces racines sur le cercle trigonométrique, enfin sur le plan complexe, mais traçons un cercle trigonométrique de rayon 1 sur le plan complexe. Donc on va d'abord placer 1, ce qui est assez simple puisque 1 se trouve sur l'axe derrière. Ensuite, on va chercher l'angle 2pi sur 3, donc l'angle 2pi sur 3, il se trouve ici, donc ici on a 2pi sur 3 d'angle et d'argument comme pour le nom complexe. Et enfin 4pi sur 3 qui se trouve juste ici. Donc ici on a la racine troisième, donc ici je vais l'écrire exponentielle de i 2pi sur 3, et ici exponentielle de i 4pi sur 3, avec toujours ici l'angle qui vaut 4pi sur 3. Souvent, ces racines exponentielles de i 2pi sur 3 et exponentielles de i 4pi sur 3, on les note j et j bar. Donc exponentielle de i 2pi sur 3, ça va être j, et exponentielle de i 4pi sur 3, ça va être j bar. Donc, sur un cercle trigonométrique, enfin sur un plan complexe avec un cercle trigonométrique, on peut donc représenter ces trois racines, donc j ici et j bar juste ici. Pourquoi représenter les racines nème de l'unité, ici les racines troisième de l'unité sur un plan complexe? Pour voir cette chose-là. J'ai dit que exponentielle de i 2pi sur 3 et exponentielle de i 4pi sur 3 s'appelaient respectivement j et j bar, parce que exponentielle de i 2pi sur 3 et exponentielle de i 4pi sur 3 sont deux noms complexes conjugués. Et ça se voit très bien quand on dessine sur le nom complexe. Donc vraiment faites des dessins, ça va vraiment vous aider. Et donc là par exemple, vraiment c'est flagrant que j et j bar sont deux complexes conjugués, puisque ils sont à la même distance, donc c'est la définition d'un conjugué. Ils sont, quand on trace un segment, ici, parallèle à l'axe des imaginaires, on a la même distance ici et ici. Donc j et j bar sont bien deux noms complexes conjugués. Si vous préférez, on peut réécrire exponentielle de i 4pi sur 3 comme exponentielle de moins i 2pi sur 3. En effet, si on partage un cercle trigonométrique en 3, on voit bien qu'ici on a moins pi sur 3 et ici moins 2pi sur 3. Donc on a bien j qui est le conjugué de j bar. Si on s'intéresse maintenant au cas où n égale 4, on a l'ensemble des racines quatrièmes de l'unité qui est 1 exponentielle de i pi sur 2. Donc maintenant on va chercher exponentielle de i pi sur 2 sur le plan complexe et on va se rendre compte en fait exponentielle i pi sur 2, sachant l'angle de pi sur 2, donc l'angle à 90 degrés ici, qu'exponentielle i pi sur 2 c'est simplement i, donc ici i.
Ensuite, moins 1, puisque exponentielle i pi vaut moins 1. Et enfin, exponentielle moins i pi sur 2, qui n'est autre que moins i, le même raisonnement qu'on a fait sur le plan complexe pour exponentielle i pi sur 2 est égal à i. Donc ça, c'est égal à moins i. Donc simplement une petite remarque, si vous reliez toutes les racines quatrièmes de l'unité, ça forme un carré inscrit dans le cercle de rayon 1 sur le plan complexe. Et donc vous pouvez repérer, par exemple, si vous voyez ça sur un sujet ou quoi, vous dites directement ouais, c'est la racine quatrième de l'unité, c'est bon, je connais. Je vais évoquer une dernière chose sur les racines de l'unité, qui est le théorème suivant. Donc la somme des oméga avec oméga égale exponentielle de i de kpi sur n, toujours avec n non nul. Donc cette somme-là de k égale 0 à n-1 est égale à 0. Et ça, c'est vrai tout le temps. Donc c'est vraiment un théorème. Simplement, je ne vais pas le démontrer ici parce que c'est un peu long et puis je voulais vous parler plutôt de trigonométrie maintenant. Et simplement, je vais juste le vérifier pour n égale 3, donc le cas simple où n égale 3, vous pouvez le vérifier chez vous pour le cas où n égale 4, c'est pas très compliqué, il faut l'écrire, vous allez voir, ça tombe tout seul. Donc pour le cas où n égale 3, on écrit simplement que 1 plus j bar, c'est égal à 1 plus 2 fois la partie réelle de j, puisque un nombre complexe plus son conjugué, c'est égal à 2 fois la partie réelle de ce nombre complexe. Donc ça s'écrit comme, la partie réelle de j, c'est cosinus de pi sur 3. Donc on a 1 plus 2 fois cosinus de pi sur 3. Ensuite, cosinus de pi sur 3, ça fait moins 1,5. Et donc on a bien 1 moins 2 fois 1,5 qui est égal à 0. Et donc on a bien la propriété, donc, ce théorème-là, qui est vrai pour n égale 3. Maintenant, pour la démonstration dans le cas général, je vous laisse la faire chez vous si vous en avez envie, mais elle est assez longue. Je vais maintenant vous parler de trigonométrie et vous donner une astuce pour retenir les formules qui transforment des sommes de cosinus et de sinus en produits de cosinus et de sinus. Donc cette astuce, c'est la suivante. Vous allez écrire comme ceci, en colonne cosinus p plus cosinus q, cosinus p moins cosinus q, sinus p plus sinus q, sinus p moins sinus q, et en face vous allez écrire en colonne p plus q sur 2 et p moins q sur 2. Et vous allez réciter dans votre tête, vous allez réciter 2 cocos. 2 cocos, ça veut dire qu'on va mettre 2 cosinus et cosinus ici. Ensuite, vous allez vous dire moins 2 ici. Donc moins 2 ici, on va avoir un moins ici, 1, 2, sinus, sinus. Ensuite, 2 sico, donc toujours le même principe, ici, 1, 2, sinus, cosinus. Et enfin, 2 cosi, 2 cosinus, p plus q sur 2, sinus, p moins q sur 2. Moi j'aime beaucoup cette astuce puisqu'elle est assez simple à retenir, enfin la mélodie de coco moins 2 ici, 2 sico, 2 cosi est assez simple à retenir et donc vous retenez très facilement ces formules qui sont d'apparence assez compliquées, on se mélange juste entre les sinus, les cosinus, les p moins q sur 2 ou p plus q sur 2. Donc elle est vraiment intéressante, donc retenez-la bien et ça vous aidera vraiment à retenir ces formules. Donc pour le conseil du jour, j'ai souhaité vous parler de la motivation en prépa. Donc pourquoi vous parlez de ça? Vous allez voir que pendant vos 2 années de prépa, vous allez vraiment avoir des périodes où vous allez être chaud. Vous allez être hyper motivé, vous réussissez vos cols, vous réussissez vos DS, vous êtes à jour sur les cours et tout ça, donc profitez-en à mort quand vous êtes dans ce genre de période. Prenez de l'avance, donnez-vous à fond. Et par contre, vous allez avoir des périodes où ça va être vraiment chaud, enfin, vous n'allez être pas du tout motivé, vous allez être crevé, par exemple, quand vous allez arriver vers les vacances de Noël, les jours vont se raccourcir, il va faire froid, vous allez être claqué, enfin bref, ça va être dur. Mais c'est vraiment important qu'à ce moment-là, vous ayez une source de motivation. Puisque vous allez voir qu'en sup, c'est assez dur d'en trouver une dans les concours, puisque en sup, vous voyez vraiment les concours comme quelque chose de très loin et vous imaginez peut-être pas ce que c'est pas vraiment votre motivation première. Moi, je sais qu'en sup, j'arrivais vraiment pas à me projeter au concours et tout ça, donc c'était pas la motivation que j'avais. Par contre, ce que je faisais, c'est que je trouvais des motivations à court terme, donc des objectifs à court terme, des choses qui me rendaient heureux. Enfin, je travaillais en me disant que bientôt j'allais être récompensé par un événement qui allait me faire plaisir. Par exemple, je sais pas si vous avez une soirée ou quoi dans une semaine et que vous dites que la semaine ça va être chaud, mais à la fin vous avez votre soirée, ou alors vous avez je sais pas un tournoi sportif qui vous fait kiffer à la fin de la semaine et voilà vous dites bah je me donne à fond et à la fin ça sera cool. Bah ça c'est des objectifs à court terme qui peuvent vraiment vous aider à tenir et à pas craquer et à toujours trouver une motivation dans votre travail et dans votre vie en prépa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, YouTube et Insta et puis à bientôt.